Salut tout le monde, la vidéo que vous allez voir est une conférence qui a été tournée au Festival Au-delà du Dragon le 16 mars dernier, que nous avons eu l'occasion d'animer Alex et moi, avec comme invité Julien Dutel de l'émission Roll Play, Benoît Ramos des Feuilletons Polyphoniques et David Furten de Grimoire et Tentacules sur la thématique des Actual Play, les parties de jeux de rôle en podcast. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos remarques dans les commentaires et à partager la vidéo bien entendu. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus à cette conférence au Festival Au-delà du Dragon, donc la première conférence qui portera sur les live play et les podcasts du jeu de rôle, qui sont ce nouveau format de représentation du jeu de rôle sur Internet. Et pour l'occasion, nous avons donc plusieurs invités que nous allons découvrir, à savoir David Furten, qui représente l'émission Grimoire et Tentacules. Est-ce que je l'ai dit correctement ? Merci. Nous avons Julien Dutel pour Roll Play. Je pense que je l'ai dit correctement. C'était pas compliqué. Et nous avons Benoît Ramos pour les feuilletons rôliphoniques. Du coup, tout simplement, je vais d'abord vous passer le micro pour que vous vous présentiez et que vous présentiez un petit peu vos programmes, qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Fait part d'apparition. Allez, d'accord, tiens. Allez, moi le premier. Honneur à moi. Oh, il a échappé un truc. Hop là. Donc moi c'est donc David Furten de la chaîne Grimoire et Tentacules. Alors il y a une similitude avec mes petits camarades, c'est qu'on est sur un réseau social bien connu de vidéos, c'est-à-dire YouTube. Et on fait des vidéos diverses et variées, des parties, donc ce qui s'appelle souvent du actual play. On fait des parties diverses et variées sur des thèmes on ne peut plus différents, sachant que nous c'est vraiment on est le groupe de potes qui a fait ça pour rigoler au hasard, et finalement il y a des gens qui ont regardé. C'est comme ça que ça a fini. Comme quoi ça marche parfois de faire des trucs pour rigoler. Moi je m'appelle Julien Dutel, je suis sur un podcast qui s'appelle Roll Play. Roll Play, c'est aussi sur YouTube. Nous on a une optique un petit peu différente parce que le but c'était de faire une production assez léchée, assez pro, avec des comédiens, avec plusieurs caméras, etc. Et d'avoir quelque chose qu'on puisse regarder quand on est rôliste et qu'on puisse regarder quand on n'est pas rôliste. Histoire que quand on a envie de montrer ce que c'est que le jeu de rôle, on puisse montrer un truc qui soit cool, qui soit joué correctement, qui donne envie, et voilà. Et puis ça marche plutôt pas mal, donc on est plutôt content. Mais c'est tout neuf comparé à Grimoire et Tentacules, je crois. Vous avez fait un petit. On a 2 ans donc. Vous avez 2 ans, bah voilà. Nous on a quoi ? On a 7 mois, 8 mois quoi. Donc voilà, c'est tout jeune. Et moi donc c'est Benoît Ramos du feuilleton rôliphonique. Et nous donc on a encore une approche différente. Nous en fait on est diffusé sur YouTube principalement, mais en réalité on est plus proche d'un format de feuilleton radio. Il n'y a pas vraiment d'image, les comédiens ne sont pas filmés du tout. Donc nous on enregistre en format radio en faisant en sorte d'être le plus proche possible d'un véritable feuilleton radio, c'est-à-dire en enlevant tous les méta qu'il y a entre les parties. On n'entend vraiment que l'action, la narration et les personnages qui évoluent. Jusqu'à très récemment, on enregistrait dans une radio. C'est plus le cas maintenant, mais on espère que ce sera le cas de nouveau bientôt. Nous aussi, on a 1 an et demi à peu près. C'est notre 2e saison. Voilà. Très bien. Alors, du coup, pour parler un petit peu de ces différents formats, ce que je vous propose, c'est que chacun, l'un après l'autre, vous nous expliquez un petit peu quelles ont été les genèses des différents projets, d'où vous sont venues les idées, est-ce qu'il y avait des formats préexistants qui vous ont inspiré. Voilà, expliquez-nous un petit peu d'où viennent vos différentes émissions. Alors moi c'est Benoît Ramos, je suis du feuilleton rôliphonique, ça fait... Pas ça ? Non. Alors, la genèse. Nous, en fait, c'est pas nous qui avons eu l'idée de notre émission. On est produit par l'association Le Manoir du Crime, la même association qui organise ce festival. Et une radio de Montpellier est venue nous voir en demandant de faire une émission de radio où il y avait du jeu de rôle, avec comme idée que ça puisse, comme Roll Play, que ça s'adresse à des rôlistes, mais que ça puisse aussi s'adresser à des non-rôlistes. Donc on est parti de là en sachant qu'on aurait directement le luxe d'avoir un studio de radio avec un équipement professionnel de son pour pouvoir le faire et un format radio. Donc tous nos partis pris sont partis de là.
C'est-à-dire que du coup on s'est appliqué à essayer de casser certains clichés autour du jeu de rôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appliqué à ne absolument pas faire du médiéval fantastique, pour juste se dire tiens, y a des gens qui s'imaginent, qui ont jamais entendu de jeu de rôle, pour eux c'est forcément du Donjons et Dragons d'une manière ou d'une autre. Donc on a voulu absolument aller ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de jouer dans le jeu de rôle Crime pour notre première saison. Et on n'a pas du tout été inspiré par des émissions d'actual play américaines ou d'autres pays, parce que ça vient de là principalement. Les grosses émissions d'actual play, elles viennent des States. Vraiment, la référence, c'est le feuilleton radio. Moi, je suis fan des feuilletons radio sur France Culture et tout ça, et c'est vraiment ce vers quoi on essaie de tendre. Un feuilleton radio qui est plus ou moins fait en direct. Enfin, en direct dans le sens où les comédiens ne connaissent pas l'histoire et n'ont pas de texte préétabli. À part ça, donc c'est enregistré en studio, c'est monté et il y a une réal derrière. Voilà, je pense que ça suffit. Nous, du coup, c'est très différent. Nous, on est vraiment inspiré de Critical Role, de ce qu'a fait Will Wheaton sur Tabletop, sur Titan's Grave. On est inspiré d'autres trucs aussi, parce qu'on nous a souvent dit qu'on a un système de confessionnal des fois où les personnages viennent expliquer ce qu'ils ressentent. On nous a souvent dit que c'était inspiré de la télé-réalité. Absolument pas. C'est inspiré de Modern Family, en fait. La série Modern Family qui fait beaucoup ça avec ses personnages. Mais bref, nous, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était un travail de démocratisation. Et c'est là où je disais tout à l'heure, on s'adresse pas uniquement aux rôlistes, on s'adresse un peu aux rôlistes, mais on s'adresse aussi beaucoup aux gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui ont envie de regarder, qui ont envie de voir ce à quoi ça ressemble. Et on est dans une optique où, comme on parle d'un jeu, il faut qu'on présente le jeu. C'est vachement important. Il n'y a pas que l'histoire, en fait, pour nous. Il y a le narratif et le ludique. C'est pour ça qu'on a décidé, du coup, de créer un programme, alors effectivement assez léché en termes d'image, et puis avec un habillage qui détaille les jets, où les jets de dés font partie, le système de jeu fait partie, en fait, de l'émission. Parce que on ne présente pas juste une série, on présente quelque chose de ludique. Et donc, il faut que les gens voient aussi comment ça se passe, ce que c'est. Et voilà, comment ça fonctionne, etc. etc. Voilà, et c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire à la base. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas comme Critical Role ? Moi, je travaille dans la voix, un peu comme Matt Mercer. Je fais des trucs moins importants, mais un peu comme Matt Mercer, etc. Et je me suis dit, tiens, j'ai des copains, ils font du jeu de société, ils font du jeu de plateau. Pourquoi ils essayeraient pas le jeu de rôle ? Hop, on leur a demandé, ils étaient partants. Et le deuxième but, c'était aussi d'avoir des débutants, parce qu'on voulait que les gens voient l'évolution. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, d'accord, ces gens-là n'ont jamais fait de jeu de rôle, et en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué, il suffit de s'y mettre, il suffit de se lancer. Ah, j'ai pas besoin de connaître 300 pages de règles, j'ai pas besoin d'avoir une fiche de personnage ultra détaillée. Ah, en fait, le MJ, il est cool, et il va pas forcément me taper dessus dès que je fais une erreur. Et voilà. Pas forcément, ça dépend des MJ. En tout cas, moi, je tape pas sur mes joueurs, pas trop. Voilà, et donc cette idée-là, c'était de prendre des débutants et du coup de pouvoir avoir cette empathie, en fait, du débutant qui va regarder l'émission et qui va pouvoir s'identifier à ça et se dire, moi, j'ai envie d'essayer. Merci. Donc moi, c'est Grimoire et Tentacules. Alors, une petite nuance pour revenir. Moi, je tape sur mes joueurs, mais je le fais physiquement. Et c'est essentiellement parce que mes joueurs sont assez désagréables, mais c'est à peu près tout. La jeunesse du projet, au final, je vais avoir quelques similitudes avec toi, mais nous, c'est à cause du hasard plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a lancé ça, on jouait entre nous pour rigoler, avec des potes qui découvraient le jeu de rôle. C'était l'occasion qu'ils se lancent. Et un d'entre nous a eu la drôle d'idée de mettre ça en ligne une fois parce qu'il voulait montrer à des copains lui. Et on se retrouvait avec plein de gens qui finissaient dessus, qui discutaient, qui disaient ah, c'est sympa, il faudrait continuer. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à en faire une fois, 2 fois, 10 fois, à passer à YouTube où on les dit on va les laisser, comme ça les gens pourront les revoir. Et on s'est retrouvé une situation un peu originale où il y avait plein de gens qui regardaient, on ne savait pas pourquoi. On s'est dit tiens c'est sympa, c'est cool, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils venaient quand même, donc c'était chouette. On a un système, plus ça va ou plus on raconte une histoire, et effectivement nous peut-être la partie jet de dés est moins apparente. Elle l'est sur certaines séries, il n'y a pas d'autres. L'avantage qu'on a, c'est que comme on est sorti vraiment en amateur,
on peut se permettre de partir sur beaucoup d'univers différents. Donc vous pourrez trouver vraiment des univers très très variés sur la chaîne où c'est un peu partout, quoi. On aime bien, on rigole. On fait tout plus ou moins avec régularité. Vous avez le droit de nous gueuler dessus quand on le fait pas, parce que c'est vrai qu'on a des soucis pour ça, mais on est gentil quand même. Sinon le projet, quand il a commencé à grossir, on a fini par avoir d'autres potes qui nous disaient finalement moi je veux bien venir, ça a l'air marrant ton truc. On a fait de fil en aiguille, on s'est mis à jouer, et on a la particularité, donc nous pas forcément voulu, d'avoir beaucoup de public qui en fait n'est pas rôliste au départ. C'est-à-dire que les gens venaient pour suivre une histoire, ils ont trouvé ça chouette, on raconte une histoire, c'est rigolo, et petit à petit qu'ils s'y mettent. Mais c'est vrai que c'était pas notre objectif, tu vois, le hasard a fait que, et maintenant on se retrouve avec plein de gens qui sont là, qui viennent pour jouer, pour regarder, et ça qui est chouette, c'est quand on sort comme ça, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui nous disent voilà, moi je me suis mis au JDR avec vos trucs, c'est super chouette et tout. Et vraiment cette ambiance, on est un petit groupe de potes, quoi. Voilà, c'est côté sympa, on aime bien ça et c'est rigolo. Et bon, il y a aussi d'autres gens qui font des trucs super sympas et qui ne vont pas essayer de saboter cet moment de parole, parce que je me méfie un peu d'eux, mais ils sont très gentils quand même. C'est bon pour moi. C'est amusant de voir qu'il y a quand même un vecteur commun qui ressort de ce que vous dites tous les trois. La notion de raconter une histoire et pour les gens de suivre une histoire. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans les trois. Avant que je passe le micro à Alexandre pour qu'il se sente un peu moins inutile, j'avais juste une question pour David par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que l'émission de Joueurs du Grenier Aventure maîtrisée par Maria Shekiri a influencé ton format, ou est-ce que c'est vraiment deux choses qui sont faites en parallèle sans lien ? Je pense qu'on pourrait dire que ça a influencé, mais pas le format. Ça a influencé l'idée que, oui, il y a vraiment des gens qui regardent ça. C'était vraiment cette idée. C'est parce que, qu'on ait goût ou pas à Aventure, c'est quand même quelque chose qui s'est diffusé à plein de gens. Et on a vu plein de gens qui connaissaient pas du tout le jeu de rôle, qui se sont dit, c'est sympa, c'est chouette et tout. Donc je pense qu'il y a quand même une influence sur l'idée que ça pouvait être quelque chose que les gens regarderaient. Il y a plein de trucs comme ça que j'aurais jamais pensé aller faire. C'est vraiment un peu comme toi avec Critical Role. Toi, tu te dis, putain, mais en fait, ça marche. Tu te dis, dis donc. Et du coup, on s'est mis à essayer, mais plus pour le fun, et puis de fil en aiguille. Mais voilà, le format est quand même différent, je pense, sur le concept. Comme vous deux d'ailleurs, je pense, on est quand même assez loin. Mais voilà, c'est une présence quand même. Du coup, la question suivante, elle découle un peu de ce que tu viens de dire. C'est, à votre avis, tous les trois, qu'est-ce qui fait que les gens apprécient de regarder ce genre de format qui est quand même assez particulier ? Enfin, en plus, vous avez des formats assez différents. Pourquoi les gens ils aiment ça, et comment on pourrait expliquer en fait le succès croissant de ce genre de format d'émission ? C'est une excellente question, monsieur Dulac. Voilà, vous pouvez partir maintenant. Franchement, je n'en ai aucune idée. Alors en plus là pour le coup je suis un peu mal placé parce que du haut des 135 abonnés de notre émission c'est sûr que je peux pas garantir dire oui les gens apprécient, c'est la folie. Sinon pourquoi ? D'accord, ok, on me refile la patate chaude. C'est super sympa. Non, je pense qu'il y a un phénomène qui s'est créé il y a quelques années, pas forcément avec le jeu de rôle, mais avec le jeu en général en fait. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le phénomène des let's play en jeu vidéo, où on regarde, il y a plein de gens qui regardent sur Twitch, des gens en train de jouer, alors que le jeu c'est fait pour être expérimenté, et eux en fait ils le regardent. Il y a le phénomène des expli parties de Trick Track par exemple, où on regarde les gens pour savoir comment ça marche. Pour voir comment fonctionne un jeu. Et puis il y a dans le jeu de rôle, il y a la particularité d'avoir une histoire continue en fait. Et cette histoire-là, je pense que c'est elle qui cimente la chose. C'est-à-dire que les gens vont regarder au départ pour voir ce que c'est, et ils se laissent happer par l'histoire, par la narration, par la série. Et du coup, ils continuent à suivre parce qu'ils apprécient les personnages, ils apprécient les joueurs. C'est vachement important. Nous, on l'a vu, il y a beaucoup de retours sur les joueurs. Et puis, là, je vais parler pour nous, mais on a plusieurs publics différents. On a
des non-rôlistes qui sont intéressés par ça et qui adorent l'histoire, les persos, qui aiment faire des théories sur ce qui va se passer, comment ça va se passer. On a ouvert un Discord, on a mis en place des salons sur le Discord. Il y a un salon des théoriciens où on a quelques-uns qui font de grandes théories sur la suite de la campagne et quelle est la réalité, la vérité derrière, etc. Comme une série télé en fait. Et je pense que les épisodes radio que tu proposes, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens, ils suivent ça comme une histoire. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'on a des gens qui aiment voir les gens jouer vraiment. On a beaucoup de retours, nous, sur ah oui, mais alors là, vous n'avez pas utilisé tel feat. Attention, en combat, il faudrait plutôt se placer ici. Utilisez le terrain, faites ça. Ah, et si tu penses qu'au prochain niveau, tu pourras peut-être prendre le don machin qui te permettra de faire ça, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a les deux. Il y a le ludisme et voilà. Oui, alors du coup, j'ai eu des idées intelligentes pendant que Julien développait son propos. Tu m'inspires beaucoup. C'est que je pense en plus, ce que les gens apprécient, c'est d'écouter une histoire qui a une certaine forme de fraîcheur. C'est-à-dire que en voyant des gens vivre leur propre aventure par rapport, on va dire, à une série, leurs réactions seront moins formatées que... alors c'est particulièrement vrai en plus avec toi, donc avec des joueurs débutants. Ils vont avoir des réactions bien moins formatées que ce qu'on s'attend à voir dans une série qui raconterait la même histoire. Et je pense que cette fraîcheur aussi attire les gens. Il y a un côté plus spontané, plus naturel, peut-être, qui leur permet d'écouter et de voir une histoire un peu différemment. Il y a peut-être un autre point. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde ici. Moi, je sais qu'en tout cas, nous, on a l'impression que ça joue un peu. C'est qu'il y a aussi cet aspect avec YouTube, avec ce genre de format, au final, les mecs qui sont devant l'écran et qui sont en train de jouer, au bout d'un moment, c'est un peu tes potes. Tu les vois, ils sont sympas, ils sont rigolos. Quand tu les croises, ils disent de la merde. C'est des copains. À force de les voir, tu t'attaches à eux. Surtout que tu peux discuter avec eux. T'as des commentaires, t'as des moyens de t'exprimer par rapport à eux, d'avoir une relation avec eux où tu discutes, t'échanges. Et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que les gens accrochent à ça et souhaitent revenir aussi. C'est que tu finis par te dire... c'est un peu les copains, je regarde jouer et je me sens bien quand je les vois, je suis content, c'est chouette. Et je pense que c'est très YouTube ça, je pense. En tout cas très format vidéo comme ça. Je pense qu'il y a un dernier truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui regardent parce qu'ils ne peuvent pas jouer. On sait que le jeu de rôle, ça prend beaucoup de temps, qu'il faut un groupe, que des fois on n'a pas l'opportunité, etc. Et finalement, ils compensent leur manque de jeu de rôle en vrai, en regardant des gens jouer, et si en plus il y a une plus-value parce qu'il y a une histoire intéressante, parce que voilà, ou que les comédiens sont cool, ou que c'est drôle, etc. Du coup, c'est vachement sympa. Mais je pense qu'il y a vraiment ça aussi, le fait de compenser un manque de JDR à côté, pratiquer. Ouais, j'imagine aussi par rapport à ce que tu disais, David, qu'il y a un attachement à la fois aux persos et aux joueurs, ce qui fait que vous imaginez si dans une partie il y a un des persos de Roll and Play qui meurt, et que vous voyez le joueur voir mourir son perso, alors là vous avez du drama au carré qui arrive et ça y est, les gens ils deviennent fous, ils se jettent par la fenêtre, ils jettent leur ordi, Mireille Dumas débarque, enfin vous voyez, des trucs de malade quoi. Par contre Grégoire, si c'est une autre question d'Alexandre, non. Alors il y en aura d'autres, mais là c'est moi. Du coup, c'est bien parce que ça permet de rebondir sur la question suivante. Selon vous, étant donné qu'on a le format, par exemple Twitch, qui permet de faire des choses directement en live, comme fait Critical Role par exemple aux États-Unis, mais on a, vous c'est surtout du format enregistré. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier du pur live avec tout ce que ça peut impliquer comme aléatoire, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il faut plutôt travailler sur quelque chose d'enregistré et donc de monter, voilà, ce genre de choses. Quel est le format idéal, ou alors quels sont les pour et les contre des deux formats de diffusion de ce genre d'émission ? Je pense que la réponse, à mon avis, va être pareille au moins pour nous trois. Le format idéal, s'il y en avait un, on serait tous dessus et on trouverait ça génial. Chaque point a ses intérêts. Après, de là à dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je pense pas. Ça correspond à les façons de faire et aussi à des façons auxquelles les gens s'habituent. Et je dirais même que le changement de temps en temps, les gens adorent aussi.
tu peux faire de l'enregistré où tu as pu bien préparer, c'est un peu propre et tout. Bah, le jour où tu fais un live, c'est un peu l'arrache, mais les gens sont ravis parce que tu es en live et tu peux interagir directement. Je pense que ça fonctionne bien aussi. À mon avis, tu as l'occasion de discuter avec des gens que tu as suivis pendant des plombes et de leur dire enfin, putain, mais prends à gauche et reste pas avec là, il va te buter. T'es content de le faire, tu lui dis, mais putain, mais vas-y, casse-toi, c'est bon. Et en même temps, t'acceptes l'idée que ça sera moins travaillé que les épisodes plus léchés que tu as pu voir. Et ça, je pense, c'est aussi un côté de la communauté peut-être rôliste, c'est que c'est quand même plutôt vraiment bienveillant. Enfin, moi, en tout cas, je me dis, à mon échelle relative, hein, j'ai jamais eu des gens vraiment odieux, j'ai jamais eu des gens qui sont venus juste pour pourrir. Des trolls, tu peux en avoir, mais enfin, c'est extrêmement rare. Et je trouve que c'est un univers où on a cette chance-là. Les gens sont ravis de venir dans un monde, un truc sur Twitch, YouTube, direct, pas direct. Au final, tu prends pas beaucoup de risques parce que les gens seront contents quand même. Et on a vraiment une communauté, je pense, plutôt sympa pour ça, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Nous, on a eu, à notre échelle, on a eu un troll. Voilà. On en a eu un seul. Donc, il y en a toujours un. Donc, effectivement, c'est une communauté qui est plutôt bienveillante. Je pense que ça dépend aussi de... Ça dépend de ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de format idéal en soi. C'est le format optimal par rapport à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de transmettre. Enfin, je sais que nous, pour notre part, c'est très produit, ce qu'on fait. On a vraiment, on a un petit peu tous mis notre expertise parce qu'on vient de ce monde-là. Donc on a un peu tous mis notre expertise là-dedans pour avoir un truc vraiment produit et léché. On ne se voyait pas le faire uniquement en live. On veut avoir des habillages, on veut avoir les jets de dés, on veut avoir tous ces trucs-là qui sont visibles. Donc il faut qu'on puisse le faire en post-production. Par contre, on a fait le choix d'être quasiment dans les conditions du live. C'est-à-dire qu'on ne coupe quasiment rien. C'est ce que je dis souvent dans les FAQ, on a au maximum... par épisode 2 minutes de coupé. Voilà, sur 1h30. Donc on ne coupe quasiment rien. On fait des petits resserrages, des petits machins, une blague qui est un petit peu lourde, on la vire. Bon, mais ouais, ça arrive, des fois il vaut mieux. Mais sinon, on ne coupe quasiment rien. Et par contre, on se permet de faire justement du live à côté parce que c'est sympa et que ça donne autre chose. Mais je sais pas s'il y a... En fait, les chaînes comme Critical Role... ou d'autres d'ailleurs, ou Dragons and Things par exemple, qui font du Pathfinder, ils ont fait des choix, je pense, par rapport non pas au public, mais par rapport à leur modèle économique. C'est-à-dire qu'ils font du live parce qu'en fait, ils font du live sur Twitch, que sur Twitch, on a les fans qui sub. Chaque fois qu'ils sub, ils donnent des sous qui vont dans la cagnotte de la chaîne et qui permettent de continuer de produire la chaîne. Et je pense que c'est avant tout un choix de modèle économique. Geek & Sundry le fait beaucoup, JVTV le fait beaucoup, Game of Thrones est en live aussi. Il y a aussi ce système de sub, c'est vachement important dans la manière dont se construit l'émission, parce qu'il y a un modèle économique derrière. Quand il n'y a pas de modèle économique, on fait comme on a envie de le faire en fait. Je pense qu'on a un bon exemple de ouais, carrément. Et pour rebondir, même... En fait, j'ai l'impression, au moins en France, je ne connais pas du tout le panel qu'il y a aux États-Unis, mais on est encore en fait dans une phase de défrichage, et pour les producteurs de contenu et pour le public. Et en fait, là, c'est un peu comme si on me posait la question, c'est quoi le meilleur format pour une série ? Et qu'on se met à comparer avec les mêmes critères, une sitcom enregistrée en public et Game of Thrones. Alors que c'est juste pas le même public, pas la même production, pas le même goût des gens. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont aimer justement voir le méta, voir les joueurs s'éclater entre eux, entre les interprétations. Il y en a qui préféreront être dans une immersion plus complète et qui iront peut-être vers des trucs plus proches de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire où on a enlevé tout le méta, où justement on fait une production très resserrée derrière les enregistrements pour avoir vraiment l'immersion la plus complète. Je pense que vraiment, en fait, voilà, on met sous un même terme d'actual play des choses qui sont pas réellement et entièrement comparables d'une certaine manière en termes de format, de public visé et même de goût du public, parce que le goût du public, à l'heure actuelle, mine de rien, est-ce qu'on le connaît encore vraiment, puisque le public, il n'est pas constitué, puisqu'on est dans une phase où ça commence à grandir, où ça commence à se faire, et donc il va y avoir des offres de plus en plus variées, normalement, qui vont se faire. Et c'est pas une question de inconvénient-avantage, c'est une question de est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce genre de contenu fait de telle manière par rapport à un autre genre de contenu fait d'une autre manière, je pense. Oui, donc ma question était con, merci Benoît. Alex ?
Donc mettons qu'on parte sur le principe de faire ce format. Donc pour info, Greg et moi-même avons participé à la première saison des feuilletons rôliphoniques et c'est vrai que très vite s'est posé la question de quel jeu présenter. Et du coup, est-ce que pour vous, il y a un type de jeu qui fonctionne mieux que d'autres avec ce genre d'émission ? Parce que bon, le JDR nous offre une pléiade d'univers moultes et variés. Mais pour ce genre de format, est-ce qu'on peut adapter tous les jeux ? Oui ou non ? Et sinon, est-ce qu'il y en a vraiment qui s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres ? Bah déjà bon, faut pas un jeu avec Grégoire et Alexandre dedans, ça c'est sûr. Bah non, Greg et Alex le savent très bien. On s'est beaucoup posé la question quand on a lancé l'émission et on se l'est reposé beaucoup pour la deuxième saison. Donc on a pris, comme j'ai dit tout à l'heure, des partis pris un peu par opposition à ce que, j'allais dire par rapport aux clichés du jeu de rôle, c'est même pas ça, par rapport à ce qu'on s'imagine que sont les clichés du jeu de rôle pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers du jeu de rôle. Ce qui fait qu'on est peut-être nous-mêmes dans des clichés d'ailleurs. Et moi, j'étais un peu dans l'idée de... moi aussi, je viens du théâtre à la base et du coup j'ai toute une frange de mes amis tout ça qui sont vraiment dans le milieu de la culture et tout ça et qui sont à l'antithèse et à l'opposé du rôlisme et des mondes de l'imaginaire et ainsi de suite. Donc j'ai réfléchi, si moi je fais une émission de radio où je raconte une histoire, qu'est-ce que je ferais que je suis sûr qu'ils écouteraient jamais. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur pas de médiéval fantastique, pas d'elfes qui courent dans la pampa pourchassés par des nains bourrus, des thématiques qui sont peut-être plus proches d'un monde, pas contemporain exactement, mais plus proche, avec peut-être l'idée de pouvoir parler de thématiques et de contenus entre guillemets plus adultes. C'est-à-dire de pouvoir affronter des problématiques sociales, sociétales d'une époque. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est doucement dirigé vers des jeux qui sont plus ou moins sur un fond historique, donc comme Crime l'année dernière, Hollywood cette année. L'an prochain, on sera sans doute dans un esprit du même genre. Mais c'est un parti pris. Ça veut pas dire c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il faut pas faire. Parce qu'à l'inverse, ce qu'on dit, tiens, si on a envie d'avoir une vision plus détendue du jeu de rôle, là, j'arrive avec une vision pas détendue du tout du jeu de rôle, par exemple, quand je propose ça. Mais si on a envie d'avoir une vision plus détendue du jeu de rôle, prendre un maître fan, peut-être pas à D&D, parce que c'est peut-être justement pour le coup, peut-être un peu trop cliché, mais quelque chose comme a fait Roll & Play, ça marche aussi tout aussi bien. En fait, ça... Il y a des gens qui se sentiront rassurés peut-être par ça, mais je ne pense pas que ça, encore une fois, ça soit vraiment tort, raison. Et j'allais dire, c'est peut-être trop tôt pour répondre à ce genre de questions parce que ça se voit, nos émissions, elles ont 1 an et demi, 2 ans, machin. Est-ce que ce ne sera pas dans 2-3 ans qu'on aura vraiment une visibilité sur ce genre de truc, savoir qu'est-ce qui fonctionne réellement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas réellement, je ne sais pas. Voilà, j'ai répondu je sais pas en vrai. Mais c'était bien dit. Mais c'est assez marrant ce que tu dis parce que je viens aussi du monde du théâtre du coup. Et du théâtre, du ciné, ou de la voix, etc. Donc j'ai aussi, je suis un peu dans le même genre de milieu avec des gens qui connaissent pas ces trucs-là. Mais en même temps, on est depuis 10 ans, même plus, dans une ère où le médiéval fantastique prend ses lettres de noblesse. On arrive sur la 8e saison de Game of Thrones, on a eu la trilogie du Seigneur des Anneaux, on a eu la trilogie du Hobbit, le Seigneur des Anneaux a eu un Oscar, enfin des Oscars même, plusieurs Oscars, beaucoup d'Oscars, dont celui du meilleur film. Et oui, non mais ça veut dire beaucoup. C'est pas juste les Oscars techniques. Ça veut dire beaucoup, ouais. Et on a des gens qui commencent à faire leur coming out de rôliste. On le voit aux US. On a Vin Diesel qui a fait son coming out, on a Joe Manganiello qui a fait son coming out, on a Rebecca Ann Wall, c'est celle qui... oui c'est ça, Rebecca Ann Wall je crois. C'est celle qui jouait dans Daredevil, qui jouait l'assistante de Daredevil, qui a carrément une émission sur Geek & Sundry maintenant, Relics and Rarities. Mais oui, on est partout. Maxime Chatham fait son coming out, Alexandre Astier, que je connais un petit peu, qui a fait son coming out, c'était le documentaire Suck My Geek je crois.
Bref, en fait, c'est vachement plus étendu ce qu'on pense. Et cette culture du médiéval fantastique et du fantastique et de l'imaginaire, elle touche vachement plus de gens, même des gens qui ne pensent pas qu'on pourrait les toucher. Moi, je sais que depuis qu'on a commencé Roll and Play, moi, j'ai des gens qui n'auraient jamais touché à ces univers-là, qui n'ont pas lu de livres, qui n'ont pas regardé de séries, qui n'ont pas regardé de films, qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui regardent. Mélie, une des comédiennes, sa maman, qui n'a jamais baigné là-dedans, regarde tous les épisodes, tous. Elle n'en manque pas un. Dès qu'il y en a un qui est en retard, elle envoie des SMS comme ça. Qu'est-ce qui se passe voilà. Donc, mais c'est génial. Même chose, je veux dire, tu vois, ma mère a regardé des épisodes, des gens de ma famille qui n'ont rien à voir avec ces milieux-là ont regardé des épisodes. On a des comédiens, des comédiennes qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est cool, est-ce que peut-être il y aurait une place un jour pour… voilà. » Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'univers idéal. C'est l'univers qu'on sent, l'univers qu'on a envie de défendre, l'univers dans lequel on est bien. Nous, on l'a choisi très simplement. Je suis co-auteur sur Héros et Dragons. Je connais bien le jeu. J'ai développé un univers entier dessus. Voilà. Bon, bah, allons-y, quoi. Je connais bien le jeu. Donc, autant utiliser ce jeu-là. En plus, c'est un jeu qui était sur le point de sortir, plus ou moins, quand on a décidé de le faire. Il aurait dû être sorti un mois ou deux avant. Finalement, on l'a sorti à peu près au même moment. Mais donc, bon, c'était le bon truc. Et moi, la seule chose que je me suis dit, la seule question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les images qu'on donne aux gens ? Les images mentales. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on avait besoin de faire une histoire avec des paysages évocateurs, avec des situations qui donnent à imaginer, avec de belles descriptions, avec des grands espaces, avec des trucs un peu gigantesques, enfin quelque chose d'un peu démesuré, juste histoire que l'imagination travaille et que les gens s'approprient ces images-là. Nous, on a plein de fan art, par exemple, qui commencent à arriver. Des gens des gens extrêmement doués, qui nous font des fan art, des trucs de décors, des trucs de personnages. Et c'est notre seul but, en fait, finalement, c'est de faire travailler l'imagination des gens et qu'ils s'approprient notre univers, qu'ils en voient quelque chose. Et je pense que pour ça, il nous fallait quelque chose d'un peu démesuré. Donc, d'où l'univers que j'ai créé sur mesure autour de la campagne Oblivion, qui, elle, avait été créée avant par Patrick Bowen et Christophe Bousquet, et qui est un univers assez grand, assez imposant, avec des grandes ruines, des trucs, de vastes plaines, d'immenses forêts, des montagnes hautes comme l'Himalaya, etc. Mais parce que ça donne à voir. Nous, c'est la seule réflexion qu'on a eue au final. Et pour le reste, je trouve que justement, c'est assez drôle parce que l'immense majorité des gens qui… alors, je ne sais pas des gens qui regardent, mais en tout cas des gens qui ont contribué à notre financement, là, récemment, ce sont des gens qui n'avaient jamais contribué à aucun financement rôliste. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment plein de gens, en fait, qui n'étaient pas de cet univers-là, pas de ce monde-là, et qui sont venus, et qui ont accroché, et qui ont dit « Ok, ça nous plaît, et on continue ». Du coup, je pense qu'en fait, il faut avoir un univers avec lequel on est… Enfin, pour moi, c'est un univers avec lequel on est à l'aise, et qu'on a envie de porter, et qu'on a envie de défendre. Finalement, c'est un peu comme quand on fait un film ou un spectacle, quoi. Alors, je mettrais peut-être une nuance, mais c'est encore une fois, c'est une question aussi de concept de la chaîne à la base. C'est que, bon, déjà, moi, je suis pas du théâtre, hein, je suis même pas de l'univers du théâtre, tout ça. Mais on a aussi un autre point qui diverge, mais c'est peut-être bêtement pratique. Hein, mais c'est juste que, toi, par exemple, vous avez quand même la puissance de communication de Black Book. Tu vois, vous avez quand même moyen d'être propagé à un large public dès le départ. Et même le choix du jeu, j'ai envie de dire, le jeu, il s'appelle Héros et Dragons. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il peut te taper des mots comme héros, comme dragon, il peut te tomber dessus, tu vois. Et j'aurais tendance à dire que dans notre cas de figure à nous, voilà, on sortait de nulle part, hein, je pense pour tomber sur nous, au début, si on avait fait des jeux qui s'appelaient, je sais pas moi, Zorgbla, et ben avant que quelqu'un tape Zorgbla et débarque sur nous, je pense que je pouvais espérer longtemps. On se serait retrouvé avec en fait des rôlistes purs et durs, des mecs qui connaissent l'univers, qui donc peuvent arriver dessus. Je pense quand même que, et encore une fois, là c'est pas forcément une question de goût, c'est presque une question pratique, c'est pour être à un public qui va être au-delà du public de pur et dur du jeu de rôle, il faut aussi lui donner le moyen de tomber sur ce qu'on fait. Avec un jeu où il y a marqué vampire, avec un jeu où il y a marqué héros, où il y a marqué donjon, où il y a marqué dragon, et ben le mec il peut tomber dessus parce qu'il va se dire « Ah, j'aimerais bien une histoire avec des héros ». Bah, il va chercher et il finira par tomber sur quelque chose qu'on fait.
Tandis que si c'est des univers tellement particuliers qu'on ne peut pas directement tomber dessus, votre seule chance, c'est d'avoir d'abord une communauté déjà existante ou une capacité de communication assez importante. Et donc je pense qu'il y a quand même ce point à mettre en avant. Si on veut toucher des gens qui ne sont pas forcément du milieu, il faut aussi leur donner les moyens de tomber dessus. Et c'est aussi pour ça que par exemple, Aventure de Joueur du Grenier, ça a eu un impact, je pense, énorme sur les gens. Il y a des tonnes de jeunes gens notamment qui ont découvert ça et qui sont intéressés à ça et qui ont pu tomber sur d'autres chaînes ensuite ou sur d'autres projets, sur différents thèmes. Et pareil pour Roll & Play. T'as plein de gens qui peuvent arriver dessus, découvrir ça et se dire putain mais c'est vachement chouette en fait. Et puis je commençais à s'intéresser à des jeux de rôle, mais je pense il faut quand même pour moi des thèmes ou des soit la communication, soit des termes puissants qui peuvent permettre d'arriver. Je pense qu'il faut qu'on aille chercher quand même les gens pour leur permettre de découvrir. J'aurais plutôt, disons, tu vois, cette optique-là, je pense, pour aller les chercher un petit peu, pour leur dire, t'as vu, il y a des choses intéressantes, est-ce que t'aimes pas, bon ça après, à toi de voir. Mais au moins, je te montre quelque chose. Et après, une fois qu'on a une certaine taille, c'est vrai que c'est le côté chouette, c'est que là, après, on peut se dire, bon maintenant, vous êtes quelques milliers à être sur la chaîne, on va vous parler d'un jeu, il s'appelle tel truc. Et ils auraient aucune chance pour moi de tomber dessus d'eux-mêmes, si c'était pas des amateurs. Mais là, ils sont déjà là, ils aiment bien ce qu'on fait, et tu peux te permettre de leur dire, voilà, ça s'appelle ça c'est comme ça fait ça, et ça fonctionne comme ça. Et là, tu vas avoir des gens, ils vont dire, c'est chouette, ils peuvent en parler et tout. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là, et je pense que ça peut être intéressant aussi d'ouvrir notre jeu à des paysages extérieurs, quoi. Comme on peut le faire. Et pareil pour Critical Role, avec Critical Role, c'est pareil, c'est l'exemple américain par excellence, je pense. Les choix des thèmes, ils sont quand même au début assez puissants, et puis ils ont Matthew Mercer déjà, parce que voilà. Et ils ont des comédiens quand même, donc il y a moyen d'appeler des gens qui sont pas de l'univers. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment un point important qui a dû jouer. Je rebondis juste sur un truc, sur la force de communication. Je pense que en fait, la vraie force de communication qu'on a eue au départ, c'est pas Black Book. Black Book a une force de communication énorme dans le milieu des rôlistes. Mais hors du milieu des rôlistes, ça reste un éditeur de jeux de rôle, quoi. Par contre, on a eu une force phénoménale, c'est Maxime Chatham. C'est ça, je pense, qui a ramené beaucoup de monde aussi en dehors, parce que il a aussi tweeté, il a fait appel à son réseau, et on a des gens qui lisaient Chatham en fait, et qui sont venus voir ce que ça donnait, et qui ont aimé en plus, donc qui sont restés. Mais je pense que c'est ça. Et élargir, pour moi, c'est pas juste ça, c'est aussi peut-être aller chercher d'autres gens d'autres gens en dehors qui vont à un moment trouver un moyen de toucher d'autres personnes par des personnes inattendues. Parce que Maxime, on savait qu'il aimait le jeu de rôle puisqu'il avait déjà écrit pour Black Book, mais ça reste quelqu'un pour son public à lui, ça reste inattendu comme loisir. Mais je pense que ça a dû marquer. Et ça, oui, ça a beaucoup marqué. Ça a beaucoup marqué. Je vais rebaptiser la chaîne. Héros Rôliphonique. Juste sur une remarque sur ce que tu as dit, David. Je pense qu'il y a une exception à ce que tu dis par rapport à l'importance d'un nom commun. Donc effectivement, Héros et Dragons, c'est deux noms qui sont très communs. Mais il y a un jeu qui, je pense, va être un peu à l'inverse de cette tendance, parce que le nom est très spécialisé, et en même temps, il faut forcément passer par ce nom-là pour intéresser les joueurs que tu veux intéresser par rapport à ça. C'est l'Appel de Cthulhu. Voilà. Où c'est là, pour le coup, effectivement, c'est difficile de faire passer ça par mystère dans les années 20, même si effectivement ça pourrait aussi horreur dans les années 20. Ouais, et en même temps, Cthulhu, pour le coup, ça pourrait être un cas intéressant dans le sens où c'est maintenant, typiquement, un peu ce que disait Julien tout à l'heure. Lovecraft est un auteur maintenant qui non seulement est extrêmement connu dans les milieux de l'imaginaire et tout ça, mais qui est bien vu des milieux intellectuels. Tu as des reportages sur Lovecraft sur France Culture à intervalles très réguliers. Et donc, tu pourrais y arriver quand même, je pense, avec Cthulhu. T'as des actions chez France Culture, toi, non? Du coup, je voulais vous poser une question concernant le choix des joueurs que vous avez dans vos émissions, particulièrement par rapport au fait que certains sont comédiens. Alors, on va parler de la structure de vos 3 émissions. Dans les feuilletons polyphoniques, c'est majoritairement à la fois des joueurs expérimentés et à la fois des comédiens. Roll & Play, c'est des comédiens mais des joueurs non expérimentés. En tout cas, ça l'était au début. Forcément, maintenant, ils ont un petit peu plus de bagages. Et pour toi, pour
Grimoire et Tentacule, c'est pas je crois pas que ce soit des comédiens. Et par contre, ce sont des joueurs expérimentés. Donc, on a 3 schémas différents. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, alors, pourquoi vous avez choisi? Bon, ça, il y a des raisons, mais surtout, qu'est-ce que ça apporte du fait d'avoir ou non des comédiens, d'avoir des joueurs expérimentés ou non voilà. Alors, nous, comme je disais, à la base, nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était d'avoir une émission qui puisse être suivie par tous, intéressante pour tous, etc., et qui élargisse un petit peu le panel et qui ne s'adresse pas qu'aux rôlistes. Donc, on a choisi des comédiens parce qu'on s'est dit que des comédiens des comédiens qui avaient 2 capacités, en fait. La première capacité, c'était de travailler leur voix pour avoir des voix marquées pour les personnages. En fait, on vient tous plus ou moins du monde du doublage ou de l'animation ou de la voix pub, radiophonique, etc. Donc on a l'habitude de ça. Et la deuxième chose, c'était des comédiens qui soient vraiment capables d'improviser et qui soient bons là-dedans, qui aient vraiment une vraie notion d'improvisation. Je pense que la plus-value, en fait, elle se voit quand on regarde, parce que ça ne fait pas que s'écouter. C'est vrai qu'on peut l'écouter en podcast, on met YouTube, on le met en fond, etc. Mais je pense que la plus-value, elle se voit notamment sur des scènes très précises. Je pense par exemple à l'épisode 8 de la première saison où on venait de passer l'épisode 7 où un des personnages avait perdu un être très très cher. Et en fait, tout le début de l'épisode 8, on a une très très grande séquence, très émouvante, où c'est Sébastien, donc le personnage, le comédien qui joue Osias, très émouvante, où il parle à ses compagnons, il lit une lettre que son maître lui a laissée, voilà. Et là, on a de l'émotion qui se dégage, et nous, c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire on voulait pas juste des joueurs, on voulait des gens qui vont nous donner de l'émotion, qui vont nous donner des trucs à vivre, qui vont nous donner des trucs avec lesquels rentrer en empathie et en faire une vraie série. C'est pour ça en fait qu'on a choisi des comédiens. C'est la première raison. On voulait vraiment que ce soit une vraie série. Une série où on peut souffrir pour les personnages et on les voit souffrir, on les voit pleurer, on les voit rire, on les voit s'amuser. On voit s'amuser les comédiens entre eux, mais on voit s'amuser les personnages aussi. On les voit ressentir des trucs. Et ils nous donnent leur professionnalisme là-dedans, leur capacité professionnelle, c'est-à-dire d'aller dans le sentiment, dans l'émotion et de nous la rendre. Mais je parle de l'épisode 8 de la saison 1, mais il y en a d'autres. Hein. On a un épisode où on pensait qu'un des comédiens, enfin des personnages, pas un des comédiens justement, un des personnages était mort. Faut pas se tromper. Voilà, et où du coup les autres se sont enfoncés là-dedans et ça crée de l'émotion sur toute la table. Et on a beaucoup de retours en fait sur le fait que c'est aussi ce qui plaît aux gens. Et je pense que nous, c'était vraiment notre souci premier. Et c'est pour ça qu'on prend des comédiens. C'est parce qu'on a envie d'avoir un truc qui, qu'on suit comme une série télé, quoi, ou une série radio, peu importe. Mais en tout cas, qu'on suit comme une série, avec des vrais trucs dedans, des vrais bouts d'émotion. J'ai juste une question. Vous avez fait un processus de casting pour les sélectionner? Vous les avez choisis comment, en fait, du coup, les comédiens? Alors, à la base, on travaille tous ensemble. Et moi, je suis directeur de plateau aussi, en doublage notamment. Donc, c'est tous des comédiens que j'ai eus. Il y en a juste une, je crois que c'est Mélie, que je n'ai pas eu en plateau, mais que j'ai eu en formation. Donc, je la connaissais aussi. Ce sont tous des personnes dont je connais les capacités professionnelles, dont je connais la culture. On a discuté, tout simplement. Je leur ai demandé si ça leur plaisait. C'est tous des joueurs de jeux de plateau, des joueurs de poker, des gens qui aiment l'idée de jouer. Et c'est comme ça en fait qu'on les a choisis. Ça, c'est pas vraiment un casting dans le sens on n'a pas fait passer 15 comédiens et on en a choisi 5. J'ai choisi personnellement les 5 personnes avec qui j'avais le sentiment que je pouvais développer ça. Et parce que je sais comment les diriger, je connais leur dynamique de jeu, je sais vers quoi ils s'orientent. Je sais lesquels sont les plus émotionnels, lesquels sont le plus dans la relance, lesquels sont le plus dans la petite blague, voilà. Et je sais comment tirer sur les ficelles. Du coup, je leur mets les situations qui me permettent de maximiser ça et de tirer parti de leur capacité, de leur force et de leur faiblesse. Voilà.
Alors de mon côté, je connaissais aussi mes joueurs. C'est d'ailleurs la première raison qui aurait dû faire que je ne les prenne pas. Mais j'avais qu'eux, donc j'ai fait avec. Je dirais qu'il y a quand même un point commun aussi. C'est que nous, c'est pas des comédiens. Mais le format de jeu, le fait qu'on se mette à jouer en se disant en fait, il y a des gens qui vont regarder. Forcément, ça a impacté la façon dont on joue. Et je pense que ça se remarque entre les toutes premières vidéos qu'on a pu faire où on découvrait un petit peu, on essayait, on se disait comment ça marche, etc. Et les vidéos plus récentes où de la même logique, il y a de l'émotion, les joueurs ils finissent vraiment par être dans leur personnage, quitte d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui meurt, le joueur à la fin de la partie, il soit quand même pas super bien. Et c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, je pense, parce que on se met à se dire, là on fait plus ça pour notre petit groupe, on fait aussi ça parce que des gens vont regarder et ils veulent voir quelque chose. Et on leur raconte une histoire, c'est un peu le concept de l'idée générale qu'on a en tête, c'est on va leur raconter une histoire. Et dans des histoires, il y a des moments qui sont drôles, il y en a qui ne le sont pas, il y en a des moments qui sont tristes. Et je pense vraiment que les joueurs petit à petit ont acquis ces compétences de plus en plus marquées. Et alors oui, comme c'est des potes, certains je connais depuis 10 ans, forcément tu dis lui, dès qu'il s'agira de jouer une grosse brute, il sera à l'aise, ou lui, s'il s'agira de jouer un mec, forcément au bout de 10 ans, tu finis par connaître un peu tes potes, surtout quand tu les as joueurs depuis perpète. Et je pense quand même que ils ont aussi développé leur style de jeu, ils ont aussi choisi d'interpréter autre chose pour essayer des trucs différents. Et ça, je pense que c'est en grosse partie parce qu'on savait qu'on allait faire quelque chose pour être regardé. Donc je pense qu'on peut l'acquérir aussi du fait de faire quelque chose pour du public. Et ça, c'est quelque chose de chouette aussi, quoi. Au niveau personnel pour les joueurs, je pense que c'est cool aussi. Et pour des comédiens, la même chose d'ailleurs. Je pense que c'est chouette de se dire putain, au fur et à mesure, j'ai fini par développer des talents, des façons d'être, de jouer, et de voir les vieilles parties, de les comparer aux nouvelles, de voir le chemin. Et de voir parfois aussi qu'on a des très vieilles parties où tout le monde était copain. Les joueurs, les personnages, c'était les vieux camarades. Et puis 15 parties plus tard, la dernière vidéo, ils sont plus tellement copains. Il y a eu un gros problème, il y en a un qui est passé. Et ça fait bizarre. Quand tu auras toute la série, d'un coup tu te dis ah ouais, c'est pas la même ambiance quand même. Et ça peut être marquant. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir montrer à d'autres gens. Vous avez vu, on a essayé de faire une histoire, regardez ce que c'est. C'est une tranche de vie, c'est leur vie. C'est l'histoire de ces gens-là. Ils ont vécu ça, ils ont fait ça. Et je trouve ça vraiment génial. On a un média qui est super pour ça, avec le jeu de rôle en ligne comme ça. On peut vraiment se faire plaisir et ça, c'est dingue, quoi. Ouais, non, alors on a le Manoir du Crime, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est qu'on est sur une même structure, un endroit où il se rencontrent beaucoup de gens différents, parce que le Manoir du Crime, en plus d'être une association de jeux de rôle, c'est une association qui écrit et organise des soirées meurtres et mystères, des murder parties, et donc on avait déjà toutes les compétences regroupées au même endroit, de gens qui savaient être comédiens, alors certains en amateur, certains en semi-pro, certains professionnels, et qui avaient la culture rôliste en même temps. Donc on a juste puisé dans le vivier qui était là. Donc on n'a pas fait de casting, on fait une sélection interne, puis on se connaît tous, bien sûr, on fait partie de la même assos, avec un peu les mêmes exigences que pour Roll & Play en fait, et j'allais dire des exigences un peu spécifiques. J'allais dire, nous on savait qu'on n'avait pas le support du visuel, donc il fallait vraiment qu'au niveau vocal, il fallait que les gens aient déjà parlé devant un micro. Déjà, c'est très bête, mais c'est quelque chose aussi qui vient pas comme ça en claquant des doigts. Qui est entre guillemets une souplesse vocale, qui sachent bien changer leur voix et tenir un vrai personnage sans avoir leur voix naturelle. Voilà, monsieur au bout là-bas est très fort pour ça, par exemple. Son personnage dans Dossier 1900, il y a des tas de gens qui ne peuvent pas, qui ne réalisent absolument pas que c'est Alexandre quand ils le croisent, quoi. Et alors nous, on voulait qu'ils aient la culture rôliste pour se simplifier la vie, en fait. C'est-à-dire de ne pas avoir à expliquer le gameplay, le roleplay, le truc à des comédiens et ainsi de suite. Et pour rebondir avec ce que disait David, je pense, là moi aussi je me place, alors j'ai été toujours MJ dans les parties, mais j'espère être joueur aussi. Il y a un truc qui pour des comédiens qui est extrêmement satisfaisant. Et alors si vous avez fait du théâtre, on vous parle souvent de l'évolution de votre personnage et tout ça, sauf que là cette évolution elle vient de vous. Elle vient pas parce que c'est écrit sur un script, elle vient pas parce qu'il y a un directeur d'acteur qui vous le dit, ou un réalisateur ou un scénariste. Elle vient parce que vous avez vécu la chose, qui fait que votre perception du personnage change, que
l'interaction que vous avez avec tel ou tel personnage change de manière extrêmement naturelle parce que c'est le vécu commun qui l'a fait. Et je crois qu'il y a vraiment, même pour les comédiens, une espèce de... Moi, je comprends qu'au-delà du côté ça marche, il y a des comédiens qui viennent voir Julien pour lui dire « Ah ouais, mais ça m'intéresse de faire ça. » Parce que même en termes juste d'acteurs, il y a vraiment un truc intéressant qu'on ne voit nulle part ailleurs. Dans aucun autre média où le métier d'acteur s'exprime, on va dire, où on exerce ses compétences d'acteur, on peut faire ça sur le long cours, avoir un personnage qui évolue réellement par soi-même et donc que son jeu change de la manière la plus naturelle et spontanée possible, comme quelqu'un change dans la vie. En tant que comédien, c'est un truc extraordinaire en fait. C'est un truc absolument génial. Voilà. Alors, après avoir dit à quel point tout ça c'est beau et c'est formidable, est-ce que vous avez déjà eu de la part à la fois du public qui vous suit fidèlement, de la part des gens qui découvrent soudainement votre format, ou même de la part de votre joueur, des retours négatifs, des reproches ou des choses du même genre? Et est-ce que selon vous, il y aurait des choses qui peuvent contraindre ce format, en tout cas le gêner dans son évolution, ou j'ai pas le terme, mais quelque chose qui pourrait lui faire tort en tout cas? Et vous, du coup, à travers ça, quel retour critique vous auriez sur ce format? Vous avez 2 heures. Oui, alors une question d'Alexandre Dulac donc. Alors le principal retour négatif que j'ai eu, il vient de joueurs de jeux de rôle qui expriment une frustration de se dire moi j'en ai marre d'écouter, ça me donne juste envie de jouer et du coup j'arrête parce que je vais jouer avec mes copains. Voilà, c'est c'est un retour que j'ai eu régulièrement. Ensuite de notre public, de toute façon ils sont tous devant donc voilà. Non. Les mêmes choses qu'on aurait pu avoir. En fait, les retours négatifs que j'ai pu avoir, c'est les mêmes choses qu'on pourrait avoir dans une série, c'est-à-dire ah j'ai pas tellement aimé la fin. Mais au final, c'est pas spécifique aux médias du coup. Et ce que je trouve très bon signe, ça veut dire qu'ils ont vraiment suivi l'histoire comme une histoire et que donc la fin ne les a pas satisfaites comme une histoire, ce qui est super. À titre personnel, j'ai un copain qui m'avait dit voilà, qu'on était peut-être un peu trop guindé dans la première saison et du coup dans la deuxième on essaie d'être un petit peu plus détendu, j'allais dire de parler au micro à l'américaine avec un côté plus conversationnel. Oula, j'ai dit un gros mot là, je le redis, d'un côté plus conversationnel au niveau du présentiel du studio voilà, il y a un petit côté un peu chercher un côté un peu plus détendu. À part ça, non, j'ai pas eu de retour. Après, voilà, encore une fois, on n'a pas un public extrêmement énorme, nous, donc il y a pas, pour l'instant, tous ceux qui viennent, c'est des gens qui aiment, et donc c'est très bien. On n'a pas encore gagné notre premier troll. C'est comme les étoiles au ski. Alors que nous, on l'a eu. Mais on est heureux. Non, on n'a pas eu de vrais retours négatifs. Effectivement, on a eu des petites frustrations sur des épisodes où tiens, sur celui-là, le rythme est un petit peu plus lent. Il se passe pas grand-chose, mais bon, quand même, à la fin, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, c'est effectivement le même genre de retour qu'on a sur une série quand il y a un épisode qui est un peu moins bien. Où, voilà, on prend en compte, on écoute, etc. On a eu plus de peur a priori que de retours négatifs. Moi, quand on a annoncé, puisque à l'époque où on a lancé le truc, on avait envie quand même que ça se lance, que ça se lance pas tout seul dans son coin en discrétion. Donc, on avait quand même un peu fait le tour des forums, des sites de jeux de rôle, etc., histoire d'annoncer qu'on allait faire un actual play avec Maxime Chatham. Et sur certains forums, on a lu des personnes qui avaient peur que ce soit pas vraiment du jeu de rôle, que ce soit très scénarisé, que oui, non, mais du coup, en fait, ça va être de la mise en scène, etc., etc. Ils vont pas vraiment jouer, ils vont pas vraiment improviser. On a eu plus du questionnement sur ce genre de choses, plutôt dissipé d'ailleurs, en fait, à partir du premier épisode où on voit que c'est une vraie partie, que de retours négatifs. Après, on s'est beaucoup posé la question justement de ce qui pourrait freiner ou ce qui pourrait en tout cas nuire à l'image du podcast, de l'actual play. Et nous, notre décision, ça a été d'essayer d'être le plus le plus inclusif possible.
C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter les blagues graveleuses, on essaye d'éviter les trucs sexistes, on essaye d'éviter les petites sorties qu'on peut avoir entre copains à une table, parce que c'est pas pareil, parce qu'on est entre nous, parce qu'il n'y a pas de public. Mais voilà, on essaye d'avoir à ce niveau-là, une espèce de consensualité. Parce qu'on a envie que tout le monde se sente inclus, que voilà, on puisse, hommes, femmes, transgenres, peu importe, qu'on puisse tous regarder ça et se trouver, pas se retrouver agressé par une blague à la con avec et qui est-ce qui prend le cul de l'elfe, voilà. Parce que ça existe dans certains actual play. Et c'était vraiment ce qu'on voulait éviter. Et je pense que c'est vraiment ce qui peut freiner, ce qui peut porter préjudice, à mon avis. Après, on a, mais comme pour mes deux confrères, on a une communauté extrêmement bienveillante en fait, extrêmement bienveillante. Et on l'a vu aussi parce qu'on était à Cannes. On a beaucoup de familles qui regardent, on a beaucoup d'enfants qui regardent. Donc du coup, pour l'instant, non, c'est plutôt que du positif en fait pour nous. Moi, je vais peut-être 2 points qui seront un peu différents pour nous. Le premier, c'est que on était tout petit, on sortait de nulle part, on savait pas bien ce qu'on faisait au début. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a grandi avec notre communauté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des gens arrivés, ils nous ont dit écoutez les gars, le son ça serait mieux si vous faisiez ça et ça. Ah bon, on va le faire. Et puis vous pourriez faire ça pour que ce soit plus joli. Ah on va le faire. On a appris la technique en fait qu'on ne connaissait pas au début, mais on l'a appris en grandissant. Donc c'est vrai qu'on a été accompagnés par les gens qui nous suivaient et ça c'est quelque chose de chouette. On a grandi ensemble, ils nous ont expliqué, et c'est comme ça qu'on a pu atteindre maintenant un stade où c'est vrai que les critiques, comme on l'a dit, les gens sont bienveillants. Et même les critiques qu'on pouvait avoir, c'était les gens de la communauté qui cherchaient à t'aider à faire un meilleur truc. Et ça, c'est chouette. Après, peut-être, il y a peut-être un détail, c'est pas vraiment une critique, c'est ça qui est marrant, mais au fond, ça montre bien qu'ils aimeraient quelque chose qu'on ne peut pas leur fournir, nous. Et je pense que c'est finalement assez commun, parce que Critique à l'oral, d'une certaine façon, il a répondu récemment. C'est que souvent, on va te dire « Putain, c'est trop bien, il faudrait en faire une série. » On va te dire « Ah ouais, j'adorerais que ce soit une série. » Et donc tu vois quand même que ils trouvent ça chouette, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient voir ça avec les moyens de HBO ou un truc comme ça. Donc il y a quand même quelque chose qu'ils voudraient, mais qu'on peut pas leur fournir, on peut pas. Déjà nous, avant qu'on arrive à sortir 10 € un jour avec Internet, on sera ravis. Donc je te dis que c'est pas gagné, mais il y a quand même cette idée-là. Et Critique à l'oral, au final, ça montre que ça vient pas que de nous, puisque le gros monstre américain, ils ont lancé un financement participatif. Il y a quand même l'idée de produire une série, de produire quelque chose. Et du coup, ça montre aussi que les gens, quand ils ont vu ça, ils se sont dit « Ah, j'adorerais le faire ». Donc je pense que c'est peut-être, à la limite, vraiment une des barrières que peut y avoir, c'est que le principal moteur de l'image que vont avoir les gens, c'est leur propre imagination. Donc parfois, t'aimerais bien avoir un soutien plus marqué pour ton imagination. Et effectivement, on est tellement habitué à l'image, à la vidéo, à nos séries, qui sont de qualité de plus en plus travaillée, surtout pour du Medfan. Maintenant, comme tu disais, t'arrives, tu vois le 32 fer, tu fais « Ah ouais, quand même, c'est pas dégueulasse, quoi. Seigneur des Anneaux, tout ça. » Tu finis par acquérir des images. Je sais pas pour vous, mais moi, un truc tout bête, les Seigneur des Anneaux, je l'ai lu quand j'étais petit. À partir du moment où il y avait le film, j'étais incapable de me rappeler comment je visualisais les personnages. J'étais là, je me disais « Putain, il était comment Aragorn déjà dans ma tête ?» Incapable de le ressortir. Oui, c'était lui en fait. C'est parce que le casting était tellement fort qu'ils ont trouvé qui étaient ces mecs. Mais voilà, il y a quelque chose quand même. Il y a l'envie d'avoir un support visuel plus marqué qu'on ne peut pas fournir, mais qui, je pense, quand même, montre une petite envie sans que ce soit une vraie barrière. Parce que les gens continuent à regarder en disant c'est chouette, c'est chouette. Et de leur part, c'est même un compliment. Tu vois, c'est pour dire ah, t'as vu, tu pourras en faire une série et ça me plairait. Bon, c'est gentil, tu fais c'est gentil, c'est cool, c'est chouette. Mais avant que je claque une fortune là-dedans, tu peux toujours rêver parce que voilà, je n'ai pas forcément les moyens de le faire. Mais ouais, quand même, ça fait plaisir. Et en même temps, ça veut bien dire que on aimerait bien un petit support visuel plus marqué. Voilà, c'était tout pour moi. Je sens que vous avez encore de super questions à poser là-bas. Je le vois, il a le sourire déjà, il se dit oh, j'en ai une pour toi, elle va être dégueulasse. Et non, c'est mon tour. En fait, je vais tout simplement vous poser une dernière question et juste après, on passera aux questions du public. Donc comme ça, pendant ce temps-là, vous pouvez arrêter de les écouter et commencer à réfléchir à vos questions pour juste après. Voilà. Du coup, une dernière question qui concerne l'avenir de l'actual play. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on va se rapprocher de ce qui existe aux États-Unis ? Est-ce qu'on a une exception française qui est en train de se créer ?
Quel est pour vous l'avenir du format en général et même par rapport à vos propres émissions? Alors, moi, c'est plutôt des souhaits que dire comment ça va se passer. Je ne suis pas devin. Le souhait, c'est justement qu'on aille vers ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est une grande variété d'offres assez claires. C'est-à-dire des actual plays de tel ou tel type. Là, je suis content qu'il y ait Julien. Je pense que Roll and Play va pouvoir un peu servir de locomotive à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens, ils se sont éclatés avec Roll and Play qui est le plus haut, avec Grimoire et Tentacule, et que ça va les rendre curieux d'aller chercher d'autres genres de contenus, d'abord assez proches et puis de plus en plus éloignés, ce qui va ouvrir le panel de propositions. Je pense que là vraiment on défriche encore. Est-ce que ça va vraiment exploser ou pas? Je pense à l'heure actuelle c'est un peu difficile de le dire en fait, tout simplement. Je le souhaite. Je pense qu'il y a la place. Je pense qu'il y a la place parce que il y a au-delà des émissions américaines d'Actual Play, tout ça, il y a aussi quelque chose qui commence à arriver en France, qui est la culture du podcast globalement, qui est très forte aux États-Unis, qui est pas mal forte en Allemagne, et qui commence à débuter en France. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est positif, qui va permettre à des Actual Play d'exister. Et il y a un autre truc qui va aider, je pense, c'est que c'est tout simplement la démocratisation du matériel, quoi. Avec des moyens raisonnables de nos jours, on peut faire de la vraie qualité. Et c'est surtout vrai au niveau du son. Il y a 15 ans, sans avoir des moyens de dingue, on ne pouvait pas faire un son vraiment propre et vraiment clean. Maintenant, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, je suis plutôt optimiste globalement. Je pense que ça va aller vers une augmentation des contenus, une variété, et j'ose espérer une variété dans la qualité. Moi, je trouve que c'est une question qui est compliquée parce que même en regardant le marché américain, finalement, on s'aperçoit qu'il y a de très très gros changements qui sont en cours. Critical Role s'est séparé de Geek & Sundry. Geek & Sundry, hein, ils avaient été achetés par Legendary Pictures. Ils tournent dans leur studio. Ils étaient sur un network qui s'appelle Alpha avec Nerdist. Alpha ferme à la fin du mois. C'était le Netflix des nerds et des geeks. Ils ferment à la fin du mois. Geek & Sundry revient sur Twitch. Nerdist revient sur Twitch. Donc en fait, il y a tout un truc qui est en train de changer déjà aux US. Et nous, effectivement, on est dans des balbutiements complets. Donc c'est très compliqué d'avoir une visibilité parce qu'on se rend compte qu'à un moment, il y a une crise de croissance qui existe. Outre-Atlantique, la croissance a été énorme. On arrive dans la crise de croissance, on arrive dans le moment où ça commence à se caper un peu et où l'offre commence à devenir presque trop pléthorique. Nous, on n'en est pas là. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Je n'en sais absolument rien. Je sais que nous, de notre côté, là je peux parler que pour Roll and Play, on a envie de faire d'autres choses. On a des projets, le but étant vraiment de professionnaliser la chose. On a vraiment envie de lancer peut-être d'autres émissions. On a déjà des tutos qui sont en cours d'écriture. On est en train d'acheter du matos, etc. Donc nous, il va falloir qu'on trouve une vraie économie derrière. Et c'est ce qui est vraiment le plus compliqué avec Internet, parce qu'on n'a pas suffisamment de vues pour pouvoir se fier à nos vues YouTube. Nos vues YouTube, dans l'océan YouTube, c'est peanuts. Hein. Je crois qu'on avait fait la moyenne. Si on monétisait les vidéos maintenant, on serait à quelque chose comme maximum 300 ou 400 euros par an. Donc c'est absolument ridicule. Donc voilà, on a des envies, mais on ne sait pas du tout où ça va mener. On ne sait pas du tout où ça va mener et on ne sait pas comment ça va prendre en France et si ça va continuer à s'étendre, si on va continuer à toucher d'autres gens ou si on va arriver à un moment à une espèce de taux de saturation du public parce que le public francophone n'est pas aussi grand que le public anglophone aussi. Le public anglophone, c'est pas que des Anglais et des Américains ou des Australiens, c'est plein de pays, de gens qui parlent anglais alors que c'est pas leur langue natale et qui regardent aussi ça. En français, c'est un petit peu moins évident. Je trouve c'est très compliqué d'avoir une vision globale de la chose. Très très compliqué. Mais en tout cas, nous, on a des envies. On essaie de développer des choses et on a vraiment envie de faire un truc. Voilà.
faire des one-shots, faire d'autres choses, d'autres univers, voilà. Et puis on verra comment les gens accrochent et si on trouve un modèle économique, parce que c'est ça le problème. C'est vraiment ça. Bah, de notre côté, ça va être pareil. Je pense que la période, quand même, elle a un côté chouette, c'est qu'il y a une variété de propositions. Là, on parle de nous, mais des chaînes qui font du super travail sur différents formats, il y en a des tonnes. Je sais pas, je vais donner deux noms au hasard, Volsung, de D6 Plus Cool, Samuel Zitterman, qui ne sont pas du tout devant moi. Et il y a beaucoup d'offres sur plein de thèmes différents, sur plein de façons d'être différentes. Et je me dis, on a quand même cette chance et ce plaisir de pouvoir choisir, quoi. Et ça, c'est pas gagné, parce que généralement, si c'est des offres trop complexes à produire, bah t'as pas 50 options, parce qu'il faut du budget et il faut des moyens. Bah, là, on peut se démerder. On peut se démerder tout seul à faire des produits différents, chacun à sa sauce. Et ça, c'est vraiment chouette. Après, qu'est-ce que ça va devenir ? Bah, c'est comme vous, j'en ai aucune foutue idée. Je suis protégé plus ou moins, enfin, on est protégé plus ou moins de l'histoire du modèle économique, parce que c'est pas notre profession, on fait ça en amateur. Après, on n'est pas protégé de la lassitude des gens, le fait de changer d'activité, le fait que y a des trucs bien plus sympas que nous qui arrivent et du coup, nous, c'était marrant, mais c'était ancien. Donc voilà, qu'est-ce que ça va venir, je sais pas, mais dans tous les cas, au moins, c'est déjà pas mal ce qui arrive maintenant. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Si les projets marchent, on en fera d'autres. S'ils marchent pas, on en essaiera d'autres. Et puis adieu va. Voilà. J'allais juste dire, pour rebondir là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre nos deux programmes. C'est que, de votre côté, c'est vraiment j'ai l'impression, hein, c'est vraiment, on fait les choses comme elles viennent et on fait ce qui nous fait plaisir et puis on voit si les gens accrochent et on évolue avec eux, tu vois. Là où, effectivement, je crois que de notre côté, on essaye vraiment de créer une dynamique de production, c'est-à-dire de produire un truc comme on le produirait pour un réseau, en fait. Tu vois ? Et oui. Non, mais voilà. Et c'est du coup, effectivement, je sais que nous, on est déjà en train de réfléchir à se dire. Enfin, moi, je suis déjà en train de réfléchir à me dire si on commence un petit peu à perdre des gens, sur quoi on peut rebondir pour continuer à exister, pour continuer à donner du contenu, pour faire évoluer le contenu, pour que ça. Enfin, tu vois, on est plutôt sur une autre. Voilà. C'est une pression aussi pour vous. Et nous, pour nous, c'est une pression, puisqu'en plus, on a eu un crowdfunding qui a bien marché. On a des gens qui attendent des choses maintenant. Donc la question du renouvellement, pour nous, elle se pose vraiment. On est un petit peu moins on the fly que toi. Vous êtes bien, un petit pastis, tout ça. Mais voilà, on est un petit peu plus dans la production au sens métier du terme, quoi. Voilà, puisqu'on a vocation à professionnaliser. Mais c'est bien parce que je trouve qu'on a plein d'approches différentes qui en donnent pour plein de publics différents, parce qu'il y a des gens qui aiment pas quand c'est trop amateur et qui aiment quand c'est plus pro, mais il y a des gens qui aiment pas quand c'est trop pro et qui aiment bien quand c'est un peu fait à la maison avec des bouts de ficelle, parce il y a cette impression d'être proche des gens et qu'en fait c'est exactement comme chez eux, et il y en a vraiment pour tout le monde, et ça c'est vraiment ce que je trouve absolument formidable, quoi. Et les deux systèmes marchent, c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est qu'on n'est pas dans un cadre où tu as que le truc pro qui marche ou que le truc qui est fait comme ça entre potes qui marche. Les deux fonctionnent, donc il y a vraiment un public, c'est ça, c'est cool. Exactement. Alors Benoît assume pas, mais il vient juste de me dire que les jeux de rôle, comme on aime fait comme à la maison, c'est un peu comme le porno. C'est une remarque assez pertinente. Du coup, cher public, on va passer à vos questions si certains en ont. Je ne sais pas, levez la main. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, j'arrive. Bon, d'accord. Moi, je suis maître de jeu pour 5 personnes, assez récurrente, etc. Et on s'est posé la question de faire une émission un peu comme ça, et assez inspirée de Grimoire et Tentacules, parce que c'était le seul qu'on connaissait, en fait. Et en fait, j'ai une question qui est vraiment purement pratique. C'est que nous, on fait quand on fait on fait pas des one-shots, on fait des campagnes, mais qui sont récurrentes et qui durent 6 heures. Et je ne sais absolument pas comment on peut couper une campagne de 6 heures. Et quand est-ce qu'on peut les couper. Donc peut-être que c'est une question qui est trop compliquée à aborder comme ça, et peut-être plus en discussion. Mais voilà, c'est une question qu'on s'est réellement posée comme ça.
Alors, c'était une de nos questions au début, parce que mais toi c'est pareil, on avait un côté, il y a un format à respecter. On avait une émission radio qui était diffusée donc sur les ondes radio, donc on ne pouvait pas déborder. Donc on a mis en place un système de prise de parole en levant la main de manière très polie. Et puis je te conseille de faire ça même dans tes parties de jeux de rôle classiques, tu vas voir à quel point c'est bien plus confortable. Et quand tu fais ça, eh ben, tu t'aperçois du nombre de déchets que tu as dans une partie classique. Quand tu enlèves toutes les discussions, les préparations, les parasites, les machins, déjà tu as coupé mais au moins un tiers de ton temps. Rien qu'avec ça. Donc rien qu'en s'appliquant à faire des prises de parole propres, ensuite en coupant, alors je sais pas jusqu'à quel point après dans ce que tu veux faire, tu veux garder le méta ou pas, mais en faisant du tri de contenu, même ensuite en coupant le contenu, on va dire non pertinent par rapport à l'histoire que tu es en train de raconter, parce que des fois, des fois c'est très marrant, on l'a vu, il y a un épisode de Roll and Play magique où on perd combien de temps devant une porte ? 35 minutes, non même 40 je crois, 40. Qui était ouverte donc ? C'est ça. Voilà. Si tu coupes ce genre de choses, sauf quand t'en gardes un de temps à autre parce que c'est marrant, tu vas voir que tu vas beaucoup moins te tirer les cheveux que t'imagines. Je continue. Merci beaucoup, monsieur, que je ne connais pas. Du coup, ta question, c'était vraiment comment faire pour réduire ton format ou pour le découper ? Pour le découper. Là, tu vois, j'ai envie de te dire, ça aurait été bien qu'il y ait, moi, LOL monteur, parce qu'il se fait des crises de nerfs. Après, je pense que le point important, ça va être aussi pour toi, MJ. Si tu sais que tu veux faire des vidéos à la fin qui vont faire 1 heure, il faut aussi réfléchir au rythme que tu vas imposer à ta partie. Si tu sais toutes les heures, ça va être à peu près là que ça va être découpé, ou toutes les demi-heures, ou toutes les 3 heures. À mon avis, il faut que tu cogites, c'est tout bête, hein, mais pour le temps d'acquérir ta discipline et de le faire naturellement, limite tu te mets ton truc, tu regardes et tu vois que ça rapproche de la fin d'un épisode, tu commences à glisser une conclusion, tu vois, pour l'épisode. À mon avis, c'est à toi de le faire, ça va être vraiment ton épreuve. Après, si t'as quelqu'un qui monte, il va essayer de t'aider en trouvant le bon morceau ou le découper, mais je pense que tu te faciliteras la vie si toi-même tu te donnes une discipline de penser à baisser ou à terminer un petit peu, parce que ça va vite être le bordel sinon. Et si tu coupes effectivement, quand même, le meurtrier, c'est tu coupes. Bon, c'est très drôle parce que tu vas faire péter les plombs de tout le monde, mais ça va peut-être pas forcément beaucoup leur plaire non plus. Tu vois, je pense que c'est vraiment ton travail à toi, MJ. Je pense que ça va être un truc pas facile, réussir à imposer le rythme, à faire à mesure de toi ce que tu veux découper comme délai. Et bon courage. Et oui, donc de préparation de la partie, voilà, qui vont te permettre de faire ce que tu peux pour que ça passe. Mais vraiment, je te dis, parce que c'est chiant au début. Non, mais je vais rebondir, mais c'est effectivement la même chose. Moi, je sais que quand je tourne, donc on est sur un format en général d'1h15 à peu près. Je sais qu'au bout d'1h15, après le lancement du générique, je coupe. Je trouve un moyen de couper. J'ai un timer et je sais que quand je vois 1 heure, je lance un truc conclusif. C'est-à-dire une dernière scène. Je me dis, là, je vais faire rebondir une scène, je vais faire arriver un truc, et j'essaye de trouver peut-être un cliffhanger ou quelque chose, tu vois, parce que comme c'est destiné à être regardé, j'ai envie que les gens regardent l'épisode suivant, donc je vais essayer de leur mettre un cliffhanger, etc. Mais ça demande de la préparation et ça demande de connaître tes joueurs aussi. C'est-à-dire, une fois que tu connais tes joueurs, tu sais combien de temps eux aussi ils perdent à digresser. Donc tu sais que quand tu prépares ta partie, au début, tu te dis, bon, allez, je vais être extrêmement positif, je vais me dire, bon, je vais aller jusqu'à tel point de mon histoire. Tu t'aperçois que tes joueurs, en fait, sur tes 4 premiers épisodes, ils ont effleuré à peu près 5% de ce que tu as préparé. Ça veut dire que de toute façon, à terme, tu n'auras pas besoin de préparer plus de 5%. Donc tu les connais, tu calibres la chose. Tu sais que tes joueurs sortent un petit peu du truc, un petit peu du cadre, etc. Tu calibres la chose. Effectivement, tu times et tu dis, à 1 heure, je lance la conclusion. Je lance la dernière scène. Et nous, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est toujours d'avoir dans un épisode une scène active importante ou une grosse scène de roleplay. Voir les deux. Si on peut avoir les deux, c'est super cool. Si on a un gros combat, on sait que ça prend du temps, donc ça va être vraiment le combat. Si on a un très très gros roleplay ou un truc très émotif, ça va être ça. Mais vraiment, je calibre en me disant, je fais une scène, une grosse scène active, et le reste, en fait, c'est le liant entre l'introduction de l'épisode, la grosse scène active et ma conclusion, grosso modo.
Et donc effectivement, comme tu le disais, c'est la prépa, quoi. C'est la préparer le truc de manière à et bien connaître tes joueurs. Mais bon, faut voir que sur Roll & Play, moi, le premier tournage qu'on a fait, on a tourné 3 épisodes. Le premier tournage qu'on a fait, je pensais qu'au 3e épisode, on serait déjà en termes d'histoire à l'équivalent du 7. Voilà. Donc après, j'ai ajusté, quoi. Les joueurs sont toujours pareils, quoi. Les joueurs sont toujours pareils. Et juste pour compléter, nous, pour garder ce rythme, c'est pas le MJ qui le fait. Pour le coup, nous, on a notre réalisatrice, comme à la télé, elle m'envoie des tops. M'a dit maintenant, tac, tu amènes une coupure pour faire première rubrique, tu amènes une coupure, là il reste 10 minutes d'enregistrement, tu coupes. Ça, c'est très confortable pour moi du coup. Et juste petit tip pratique, pour ensuite, si tu penses montage, n'hésite absolument pas à ménager des silences. Il vaut mieux des silences que des gens qui se parlent les uns sur les autres. Un silence, c'est très facile à couper. Du brouhaha, c'est impossible. Je dirais aussi, juste pour terminer, quitte à le faire, tes joueurs ils seront conscients aussi que c'est pour être diffusé et monté. Donc explique-leur aussi le concept. S'ils sont pas trop bêtes, quand ils vont commencer à devoir commencer à installer une scène qui va terminer ou conclure ton épisode, a priori, si tu leur as bien expliqué, ils vont pas faire « Au fait, j'ai envie d'aller là-bas finalement », tu sais, juste pour le mec qui t'emmerde, toi. Donc je pense que t'as ça aussi, leur dire « Écoutez les gars, soyez sympas, vous savez que quand je commence à conclure, essayez de pas trop m'emmerder non plus, quoi. » Je pense que ça va jouer. Ah, voilà le chef. Alors j'avais une question justement, et ça rejoint peut-être un petit peu ça aussi, c'est est-ce que vous avez eu des retours de maîtres du jeu ou de joueurs qui en fait ont amélioré leur pratique du jeu de rôle suite au visionnage en fait de vos séries, justement dans l'immersion qu'ils pouvaient avoir dans le jeu, éviter les parasitages, à améliorer en fait les mécaniques et le rythme aussi par exemple des parties. C'est une très bonne question. Il y en a qui vont te dire qu'ils ont amélioré une façon ou d'une autre. Après, le problème pour moi, c'est aussi, c'est-à-dire en quoi ils ont amélioré, tu vois. Le type va te dire, ça se trouve, je fais beaucoup mieux qu'avant. C'est juste qu'il a fait quelque chose qui est plus dans ton délire à toi. Mais ça se trouve, ces joueurs, c'est pas leur délire et ils vont pas forcer. C'est difficile, je pense. Il y a des gens qui vont te dire ça. Déjà, bon, ça te fait plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est vraiment comme les joueurs qu'il avait auraient voulu que ça évolue? Ça, franchement, je saurais pas dire. Je sais pas si vous avez des retours plus détaillés, vous de gens. Mais moi, ils vont dire que ils ont essayé ou qu'ils l'ont fait, mais finalement, je sais pas, quoi. Moi, je sais que de mon côté, j'ai quelques MJ qui m'ont dit qu'ils avaient chopé des tips. Je sais pas du tout lesquels, mais qu'ils avaient chopé des tips. Donc, apparemment, il y a des trucs qui chopent un peu à droite à gauche. Ils observent, en tout cas. J'ai eu des retours de MJ qui me disaient que après le visionnage, par leurs joueurs de la série, du coup, leur table était devenue vachement plus roleplay. Que notamment certaines tables qui n'étaient pas du tout là-dedans, qui étaient plutôt même dans de la 3e personne, se mettaient à essayer de parler à la place de leur personnage. On a même moi j'ai même la membre d'une association qui me disait que dans son asso, tout le monde se mettait à essayer de faire des voix pour leur perso, à prendre vraiment des voix. Donc ce qui est assez marrant, mais je trouve ça assez positif. Après, non, j'ai pas eu de gros retours. Je pense pas qu'on ait transformé la manière de jouer des gens en tout cas, mais ouais, je pense que ça essaye pas mal en tout cas, ça donne des idées. C'est ça que je trouve sympa, c'est que les gens se disent tiens, c'est sympa, je vais essayer. Après, est-ce qu'ils tiennent ou pas sur la longueur, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont essayé, ils ont tenté, voilà. Non. Ça m'est jamais arrivé. Ça, à part, en fait, c'est juste moi qui, parce que ce que je te disais tout à l'heure, la méthodologie qu'on utilise à la radio pour les prises de parole et tout ça, les échanges, moi j'essaie de l'appliquer dans des parties que je fais à l'extérieur, et je dis à d'autres MJ, mais en fait vous allez voir c'est vachement plus pratique, mais à part ça, non, voilà. Il y a peut-être juste sur un point, mais alors ça vaut ce que ça vaut, c'est que sur Grimoire Tentacule, il y a aussi des vidéos d'astuces de MJ où on essaie d'expliquer, où j'essaie d'expliquer ma façon de faire. Donc pas forcément les conseils universels, mais ma façon de faire par rapport à comment on joue sur la chaîne. Et je pense que ça a eu un impact au moins sur des gens, vu qu'on a pas mal de gens qui ne sont pas rôlistes, qui voulaient se lancer mais osaient pas trop et qui se sont dit j'ai regardé un petit peu, ça m'a rassuré un petit peu, j'ai compris je pense un peu et après je prends celui-là, conseil, celui-là je le prends pas, celui-là je le prends, je fais ma petite sauce.
Mais au moins, il y a quelque chose pour me guider. C'est tout bête, c'est juste le petit tic pour essayer de se lancer. Après, t'en fais ce que tu peux. Mais au moins, il y a peut-être ça qui a pu jouer pour des gens qui ne connaissaient pas, je pense. Bah écoutez, abonnez-vous. Voilà, donc on vous encourage à aller voir toutes leurs formidables créations. Nous, la conférence va s'arrêter là parce que, comme à la radio, on a des timers à respecter ici aussi. Voilà, et moi je dirais que le roleplay c'est la vie parce que j'ai des messages à caser aussi. Voilà. Du coup, merci Benoît, merci Julien, merci David. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et rendez-vous demain, même heure, à 15h, pour la deuxième conférence du Festival Au-delà du Dragon, qui cette fois-ci portera sur le jeu de rôle comme outil pédagogique. Merci.